Merci, malheureusement, il faut qu'on se laisse là, puisqu'il faut qu'on laisse la place. Merci à tous les 5 d'avoir été dans le 20h BFM. Nous laissons la place évidemment à Maxime Switek, puisque c'est le grand retour ce soir de Face à BFM. C'est à vous, Maxime. Oui, bonsoir Alice, bonsoir à toutes et à tous. C'est effectivement l'événement politique de la soirée. C'est le retour de Face à BFM. Dans 7 jours, le gouvernement Bayrou risque très fortement de tomber. Alors nous posons cette question ce soir. La France est-elle devenue tout simplement ingouvernable? Le lundi 8 septembre, j'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. On a vu ce que ça a donné la première fois. On a vu un pays qui s'est désuni. On aura exactement à peu près le même résultat. C'est-à-dire quelque chose d'ingouvernable, pas de majorité en clair. La France est devenue absolument ingouvernable. La France a peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais elle est entraînée par des ânes. Je tends la main à tout le monde. Si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, aucune politique ne marchera. S'il y a une dissolution demain, qu'est-ce que ça changera? Retrouver une France qui a un cap et surtout d'avoir un changement de politique. Avant de faire une nouvelle élection, il faudrait d'abord changer le système électoral. Mais si rien ne change, le bateau va couler. Ce que ne dit pas M. Bayrou, c'est que ce bateau, le capitaine, est Emmanuel Macron. Moi, je plaide pour le retour aux urnes. Bienvenue face à BFM pour cette grande soirée d'explication. Y a-t-il la moindre chance que les oppositions finalement sauvent François Bayrou? Et si le gouvernement tombe, que fait-on? Qui à Matignon? Avec quelle majorité? Une dissolution? Mais avec quelles alliances? Le brouillard, vous le voyez, est tenace. Alors nous posons cette question. La France est-elle devenue ingouvernable? C'est la question qui va nous obséder ce soir à une semaine de ce vote capital à l'Assemblée. Tous les blocs politiques seront sur ce plateau. Temps de parole proportionnel à leur poids politique à l'Assemblée. 6 invités vont donc défiler, vous les voyez, Aurore Bergé, la ministre, dans une seconde, Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Othmane Nasrou pour les Républicains, Marine Tondelier pour les écologistes, Manuel Bompard de la France Insoumise et Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National. Nos invités ce soir sont face à BFM, face à Marie Chantrey. Bonsoir Marie. Bonsoir Chef Maxime. du service politique de BFM TV, face à Edwige Chevrillon. Bonsoir Edwige, éditorialiste politique à BFM Business, et face à Guillaume Daré. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Maxime. Éditorialiste politique ici à BFM TV. Et pour commencer donc, premier invité ce soir, Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, députée macroniste depuis 2017, venue des Républicains, ministre d'un gouvernement sur le point de tomber, point d'interrogation. Bonsoir Aurore Bergé, bonsoir. Merci d'être là. La première question vous est posée ce soir par Marie Chantrey. Bonsoir Aurore Bergé. Le Premier ministre, hier soir encore, s'est dit persuadé que les choses peuvent encore bouger dans les prochains jours. J-7 avant ce vote de confiance. Les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre. Croyez-vous encore une seule seconde la possibilité que François Bayrou ne tombe pas lundi prochain, 8 septembre? Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense sincèrement que c'est souhaitable. Pas pour François Bayrou, Aurore Bergé, les uns ou les autres, mais parce que je pense que les questions qui sont posées le 8, elles persisteront et elles seront toujours les mêmes, le 9, le 10, le 11. C'est-à-dire comment on fait face à la dette, comment on fait face au mur budgétaire et comment, avec la composition qui est celle que les Français ont choisie, ils ont voté pour cette Assemblée-là, comment on garantit d'être un tout petit peu à la hauteur les uns les autres? C'est souhaitable, mais vous avez l'air de peu y non, croire. J'y crois parce que sinon je ne serais pas sur votre plateau. Mais je suis réaliste à la fois sur ce que les oppositions pour l'instant ont dit, mais c'est pour ça aussi que ces rencontres, ces débats, la manière avec laquelle on se succède sur les plateaux, le fait qu'un certain nombre quand même, et majoritairement des oppositions, ont accepté de venir à la rencontre du Premier ministre. Et moi, je salue ceux qui sont responsables. Et être responsable, c'est venir, c'est accepter le débat et c'est accepter l'idée que... C'est pas trop tard. Juste, pardonnez-moi, juste sur la méthode. C'est ça qu'on a reproché aussi au Premier ministre. Mais on a mis ces rencontres toutes les cartes sur la table tardivement. mi-juillet. Mi-juillet, c'était quand même suffisamment tôt. Donc le sujet, il n'est plus aujourd'hui sur la méthode. On peut toujours trouver que telle méthode est contestable, etc. La question, c'est est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, sur le constat? Les Français eux-mêmes disent aujourd'hui qu'ils sont en accord sur le constat. Ils voient que la question de la dette devient une question prioritaire pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Ils ont l'impression que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on leur dit ça. Sauf que maintenant, en fait, on n'a plus d'autre choix que d'agir. La question, c'est ensuite les solutions qu'on y met. Et là-dessus, est-ce qu'on sait trouver des compromis? Ou alors, est-ce qu'on se dit que chaque gouvernement est condamné à durer 3 mois, à durer 6 mois, un qui va tomber, ensuite un budget,
ensuite un autre qui tombe, ensuite un budget. C'est pas tenable, c'est pas souhaitable pour la France de fonctionner de cette manière-là. Mais puisque vous prenez les Français à témoin ce soir, et notamment celles et ceux qui nous regardent, vous dites que les Français ont pris conscience. Les Français, quand on les interroge, on le fait ici régulièrement à BFM TV avec notre institut de sondage, ils disent très clairement on ne veut plus de ce gouvernement, mais vraiment plus de ce gouvernement. Voire ne veulent plus de votre camp, notamment le camp macroniste. Je dis, ils sont d'accord sur le constat. J'ai bien compris. J'ai pas dit que ça voulait dire qu'ils étaient en adoration devant nous. Je suis suffisamment lucide et je rencontre les Français tous les jours et je suis d'abord à leur écoute. Mais ce que je souhaite, c'est comment on arrive, encore une fois, à démontrer que nous, responsables politiques, il y a quand même le terme de responsable avant le mot politique, comment on arrive à trouver un compromis. Moi, j'entends tous ceux qui appellent ici à la démission, ici à la dissolution. Je pense que c'est pas le moment, en fait. On n'est pas dans un temps d'élection. On est dans le temps du débat parlementaire, on est dans le temps de la capacité du compromis et de la négociation. Mais un compromis, ça veut dire que ça fait un peu mal à tout le monde. Quand on fait des compromis dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, ça veut dire qu'on concède des choses qui ne font pas forcément plaisir, mais qui permettent à une famille de tenir ensemble. C'est la même chose quand on est face au budget aujourd'hui. Aurore Berger, il y a quelque chose qui fait mal aux Français, qui fait mal aussi à votre camp très clairement, c'est l'annonce de la suppression de 2 jours fériés. Hier, lors de son interview, notamment sur BFM TV, le Premier ministre a semblé esquisser une ouverture expliquant que c'était totalement discutable et que ça ne pouvait être finalement peut-être qu'une seule journée. On sait que vous n'êtes pas fan du tout de cette mesure. Est-ce que ce soir, solennellement, vous appelez le Premier ministre pour faire un compromis avec les autres forces politiques à renoncer purement et simplement à la suppression de 2 jours fériés? Je vois qu'on a focalisé tout le débat sur la question du budget sur les 2 jours fériés. Parce que les Français se sentent concernés. Ce que je peux totalement comprendre parce que c'est leur quotidien et c'est de leur dire on va travailler plus et finalement on va demander plus d'efforts à ceux qui ont l'impression et pas que l'impression d'en faire déjà beaucoup alors qu'ils ont peut-être l'envie d'ailleurs que d'autres contribuent, que d'autres fassent des efforts. Moi ce que je pense c'est qu'à partir du moment où il y a presque unanimité sur une mesure, plutôt contre cette mesure, ça veut dire qu'il faut accepter qu'elle soit discutée. Il faut accepter qu'elle soit débattue, il faut accepter peut-être d'y renoncer. Vous êtes pour y renoncer, je vous reproche juste. Est-ce que vous êtes, oui ou non, pour y renoncer? Si ça peut être un point de déblocage, oui. Si ça peut être un point de déblocage, parce que plus que la question des 2 jours fériés, ce qui compte, c'est la capacité ou pas à avoir aujourd'hui un budget. Et au-delà, c'est pas n'importe quel budget qu'on doit avoir, c'est un budget qui doit permettre de générer des économies. Pourquoi? Pour qu'on ait une capacité à agir, pour qu'on ait une capacité à investir. On a tous déposé nos enfants à l'école ce matin. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est le quotidien de nos enfants, c'est le quotidien de nos services publics, c'est la manière avec laquelle on peut faire en sorte qu'ils soient plus forts. Pour qu'ils soient plus forts, il faut qu'on augmente la quantité de travail dans notre pays, il faut que l'État fasse des efforts, il faut que chacun y contribue selon ses moyens, selon ses capacités. Si cette mesure, elle cristallise toutes les oppositions, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on accepte de la mettre sur le tapis, de la mettre en négociation et de faire des concessions. Oui, on va revenir sur les différentes mesures et ce que vous venez de dire, Aurore Berger, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un côté irresponsable et coupable? Je m'explique, on est dans un contexte compliqué, de la part peut-être du Premier ministre en tous les cas, parce que lorsque vous observez toutes les tensions géopolitiques, toutes les guerres, les conflits, etc., on voyait bien qu'il y avait quand même, l'économie française, elle se portait, il y avait quelques signaux positifs malgré tout. Et là, tout d'un coup, il nous crée un choc politique qui va évidemment se transformer en choc économique. Bon, vous avez peut-être écouté Christine Lagarde ce matin, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui dit, je la cite, « Tous les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants. Il y a toujours des conséquences évidentes sur l'économie. » Est-ce qu'il fallait le faire là? Attendez, déjà les signaux positifs sur l'économie que vous décrivez sont réels et ils ne sont pas tombés du ciel. Ces signaux positifs sur l'économie, sur la réindustrialisation du pays, sur les investissements étrangers, sur le chômage de masse qui n'est plus une préoccupation majeure, ça, c'est la politique qu'on mène depuis 2017. Et ça veut dire aussi que changer complètement de braquet, c'est le risque aussi que ces signaux positifs, en fait, le soient de moins en moins. Ensuite, sur la question que vous me posez, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais dans tous les cas, dans 2 semaines, 3 semaines, la même question se serait posée. La même question se serait posée. Votre question, elle peut se retourner, de dire dans ces cas-là, est-ce que c'est responsable d'appuyer sur le bouton ou de refuser de le faire pour les oppositions? On a tous une part de responsabilité. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points. Parce qu'à la fin, je pense que les Français, ils ne feront pas trop la différence. Ils verront juste ce qui se passe pour eux, ce qui se passe pour eux à la fin du mois, ce qui se passe pour eux pour leur service public. Ils se diront... Enfin, moi, je pense que le vrai risque, c'est qu'à la fin, on génère de l'indifférence chez les Français. Moi, je ne veux pas que les hommes ou les femmes politiques génèrent de l'indifférence. Je veux qu'ils se disent qu'on est encore en capacité d'agir et d'agir pour eux. Donc, on est que ce déjà soit à ce point-là de l'indifférence. Je pense qu'il faut être lucide.
il faut être lucide sur le fait que parfois on est vu comme étant dans la pièce d'à côté, qu'ils ont l'impression qu'on partage plus les mêmes préoccupations. Ouais. Et donc ça, on doit réussir à être lucide sur le constat. Donc, si on veut pas être la pièce d'à côté, si on veut pas qu'ils ne nous écoutent plus, parce qu'ils ont plus envie de nous entendre, il faut être lucide sur le constat. Assumer de poser clairement aussi des règles du jeu, assumer clairement aussi des directions qu'on veut prendre. Et moi, au-delà de il faut supprimer telle ou telle mesure, moi je souhaite qu'on me dise quelles sont les mesures nouvelles, quelles sont les mesures alternatives, parce qu'un compromis, c'est pas que des moins. C'est aussi des plus, c'est-à-dire des propositions. C'est ce qu'on va évidemment demander ce soir tout au long de cette émission à ceux qui vont succéder. Mais vous parlez de lucidité, vous parlez de responsabilité. On a beaucoup entendu ce chiffre de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans. Je le disais en vous accueillant sur ce plateau. Vous êtes député macroniste depuis 2017. Combien de budgets avez-vous rejeté? J'assume d'avoir soutenu les budgets, mais pourquoi? Donc cette part de responsabilité là aussi, déjà, évidemment. Je l'ai dit, j'ai parlé de responsabilité collective. Parce qu'on parlait de décalage avec les Français. Avant même que vous me posiez la question. Mais la dette, elle vient d'où? La dette, la moitié, c'est les retraites. Qui a réformé les retraites? Qui? Nous avons réformé les retraites. J'étais présidente du groupe parlementaire à ce moment-là. Qui a voté? On n'a pas pu voter au Parlement, à l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'a pas pu voter à l'Assemblée nationale? Parce que personne n'avait envie de partager ce fardeau-là de responsabilité. Oui, mais Aurore Bergé, il y a quand même 1000 milliards qui vous sont imputables. Vous êtes d'accord? Moi, je dis que déjà, on a assumé ça. On a assumé de réformer les retraites. Posez la question à ceux qui, aujourd'hui, vous continuez à dire il ne fallait pas le faire. Il faut revenir à 62, voire à 60 ans. Est-ce que ce débat ne paraît pas complètement à côté de la plaque? Pas tant que ça, les socialistes l'ont remis sur la table. On sait qu'en janvier dernier, la question des retraites avait été décisive pour que les socialistes décident finalement de passer à une forme de pacte de non-censure avec votre gouvernement, avec François Bayrou. Aujourd'hui, est-ce que vous évoquez des compromis? Est-ce qu'il ne faut pas faire un geste sur cette question des retraites? Juste, par exemple, on sait qu'il y aura l'année prochaine dans le projet de budget une année blanche, c'est-à-dire que les retraites, notamment, ne seront pas indexées sur l'inflation. Est-ce qu'il ne faut pas dire, en geste de bonne volonté aux socialistes, eh bien, par exemple, on prend la décision si on indexera les retraites sur l'inflation pour montrer qu'on fait quelque chose pour les retraités? Est-ce qu'il faut faire ce geste vers les socialistes? En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est où on est capable de faire des économies. Est-ce qu'on est capable d'en faire dans notre pays? Ou est-ce qu'on se dit à chaque fois... Non, c'est pas ce que je dis. Parce que vous pensez que le compromis, c'est que des dépenses en plus? Moi, je pense qu'on peut être suffisamment intelligent pour dire que le compromis, ça peut aussi être chercher de la dépense qui est considérée comme inutile, pas prioritaire en tout cas pour notre pays. Sinon, on ne serait pas élu, on ne serait pas élu député et on ne pourrait pas aucun geste sur les retraites. Mais on en a fait des gestes sur les retraites. Moi, j'aurais aimé que le conclave aille au bout. Les partenaires sociaux étaient prêts à avoir un accord qui était important sur la question des retraites des femmes. C'est pas un petit sujet. Sur la question de la pénibilité, combien aujourd'hui de Français ont une vie qui est une vie difficile au travail avec la nécessité pourrait prendre une mesure aujourd'hui. On était prêts à le faire. On indexe les retraites, par exemple, sur l'inflation l'an prochain. Je vous parle déjà de ce que les partenaires sociaux avaient négocié et on n'était pas si loin d'un accord. Il y avait des gens responsables qui étaient restés jusqu'au bout autour de la table. Ça, c'était un bon signe quand même pour notre pays de se dire qu'on était prêt à cette négociation. Mais si à la fin de ce plateau et de tous ceux que vous allez avoir ce soir qui se sont succédés, il n'y a que des additions de dépenses supplémentaires, je ne vois pas comment on répond à la question qui est comment on diminue le fardeau de la dette dans notre pays. Ou alors, on se dit que ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce qui est inutile? Et que ce n'est pas important de réduire la dette. Moi, je pense que c'est important et ça nécessite des réformes. Qu'est-ce qui est inutile comme dépense aujourd'hui? Mais ça nécessite d'abord des réformes. Mais vous pouvez avoir des idées pour les poser sur la table, dans le débat. On en a posé plein sur la table. On a posé la question du train de vie de l'État. Avant de demander des efforts aux Français, il faut que l'État soit crédible. Pour que l'État soit crédible, il faut réinterroger nos propres dépenses. Ce que nous avons fait, on a posé la question des agences notamment. Le Sénat a fait un rapport sur le sujet qui est intéressant. Mais ça, c'est aussi la capacité. Mais quelle agence, quand, combien de fonctionnaires, quelle économie? Il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. Ça a été archi-documenté par la Cour des comptes, par des rapports parlementaires. Donc allons-y, faisons-le, mettons-nous autour de la table sur ce sujet. On le dit sur la question du travail, sur la réforme de l'assurance chômage. Combien de fois on entend des Français, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants dire on en a marre à un moment qu'on nous demande des efforts à nous qui bossons, alors qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui ne sont pas au travail. Parfois pour des raisons très objectives, parce que les jeunes s'insèrent trop tard sur le marché du travail, parce que les seniors partent trop tôt, parce qu'on a un taux d'emploi des femmes qui est encore inférieur à celui des hommes, mais aussi parce qu'on a la nécessité d'aller plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Vous entendez ce qu'ils disent, les Français, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait plus avant? Et qu'est-ce qui fait que demain, ils arriveront à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire? Mais c'est pas vrai.